Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant considérer une autre application des relations d'indétermination et il ne faudra pas prendre trop au sérieux ce qui va être développé ici qui est surtout heuristique. Les idées sont justes, mais l'analyse n'est pas très précise. Ces idées ont à faire avec la détermination de la taille des atomes et le fait que classiquement les électrons rayonneraient de la lumière et tourneraient en spirale jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur le noyau. Nous l'avions vu. Ceci ne peut pas être vrai en mécanique quantique, car au moment où ils seraient sur le noyau, nous saurions alors la position et la vitesse précise de chaque électron, le noyau étant minuscule. Supposons que nous prenions un atome d'hydrogène, un proton et un électron, et que nous mesurions la position de son électron. Il ne faut pas que nous puissions prédire exactement où se trouvera l'électron, ou alors c'est que la dispersion en impulsion sera devenue infinie ou tellement grande que de toute façon il s'échapperait de l'atome. Chaque fois que nous observons l'électron, il est bien quelque part, mais il a une amplitude pour être ailleurs, c'est bien qu'il a une certaine probabilité d'être trouvé à différentes places. Ces différentes places ne peuvent pas être tout près du noyau, pour la raison précédente. Nous supposerons qu'il y a une dispersion en position de l'ordre de A. C'est-à-dire que la distance de l'électron au noyau est en général de l'ordre de A. Nous allons déterminer A en minimisant l'énergie totale de l'atome. De fait, de la relation d'indétermination, la dispersion en impulsion est de l'ordre de H sur A. Si bien que si nous essayons de mesurer l'impulsion de l'électron, par exemple en utilisant la diffusion de rayons X et en mesurant l'effet Doppler dû au mouvement du diffuseur, nous ne nous attendons pas à obtenir toujours zéro. L'électron n'est pas immobile, mais son impulsion P doit être de l'ordre de H sur A. L'énergie cinétique est approximativement 1/2 mv carré, c'est la formule classique de l'énergie cinétique, V est la vitesse, qui est égale, en fonction de la définition de P, à P carré sur 2m, c'est-à-dire encore en utilisant le résultat précédent, H carré sur 2ma carré. En un sens, ceci est une sorte d'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire où on essaie de faire coïncider simplement les unités, pour trouver comment l'énergie cinétique dépend de la constante de Planck, de la masse de l'électron et de la taille de l'électron, et de la taille de l'atome, qui sont les données disponibles. Il ne faut pas croire que cette réponse est meilleure qu'à un facteur 2pi près. Nous n'avons même pas défini A de manière très précise. Maintenant, l'énergie potentielle électrostatique due à l'attraction entre l'électron et le proton, c'est moins E carré divisé par la distance au centre de l'atome, soit moins E carré sur A, où E est la charge de l'électron et du proton, E carré, pardon, est la charge de l'électron, le carré de la charge de l'électron et du proton, divisé par 4pi epsilon 0, où epsilon 0, c'est la constante diélectrique du vide, c'est une constante issue de l'électromagnétisme. Le point important, est alors que l'énergie potentielle, lorsque l'énergie potentielle diminue lorsque A diminue, mais plus A est petit et plus grande est l'impulsion correspondante, et en même temps, du fait du principe de la détermination, on a aussi
une plus grande énergie cinétique. Donc quand l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Il doit donc exister un minimum que l'on doit trouver. L'énergie totale, c'est la somme des deux. De ma carré moins e carré sur a. Et nous ne savons pas ce que vaut A, mais nous savons que l'atome va s'arranger pour faire une sorte de compromis entre les deux formes d'énergie, de façon à ce que son énergie totale soit la plus petite possible. Dans le cas contraire, l'électron pourrait émettre un rayonnement, perdre de l'énergie et tendre vers ce minimum. Alors pour minimiser E, il faut dériver l'expression par rapport à A. Alors ça, c'est vraiment des maths, c'est pas très difficile. Et si cela vous laisse perplexe, vous pouvez ignorer le détail. Mais du fait que c'est assez simple et que le résultat est très joli, je me dois de le montrer. Mais vous pouvez ignorer le détail si vous êtes allergique aux maths. Donc on dérive. On dit que la dérivée est nulle et on résout l'équation correspondant pour avoir la valeur de A. La dérivée de E, c'est donc dérivée de E par rapport à A, c'est égal à moins h carré sur m a cube plus E carré sur A carré. Et on écrit que c'est égal à 0, et on obtient pour la valeur de A, une valeur notée à 0, qui vaut h carré sur m carré. Donc on égalise à 0, et on obtient ceci, qui est égal à 0,525 angstrom, qui est noté comme ça, c'est-à-dire 0,525 fois 10 moins 10 mètres. Et cette distance est appelée le rayon de Bohr. Et nous avons ainsi trouvé que les dimensions atomiques sont de l'ordre de l'angstrom, ce qui est juste et conforme à l'ancienne théorie de Bohr. C'est même joliment exact. Il correspond aux mesures. En fait, c'est surprenant car nous n'avions jusqu'ici aucune base pour comprendre la taille des atomes. Ces atomes sont tout à fait impossibles d'un point de vue classique, puisque les électrons, classiquement, devraient nécessairement tomber en spirale sur le noyau. Donc nous voyons que les atomes ont une taille qui est due au principe d'indétermination, l'électron ne pouvant pas être collé au noyau, ne pouvant pas être tout près, car sa position et sa vitesse seraient trop précises, et pour minimiser l'énergie, il y a une certaine dispersion qui est donnée par le rayon de Bohr. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.